Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la 5e. Bonne écoute à vous. Deuxième partie, expression de la sensibilité. Exprimer, c'est rendre sensible quelque chose d'intériorisé. Cela peut être une pensée, une émotion, une démarche, etc., etc. Première sous-partie, exprimer les sentiments d'après ceci. L'expression semble être une construction des pensées humaines, des réflexions et mise en relation du monde et des personnalités. Je vous lis un extrait des Écrits sur l'art de Cassirer, philosophe allemand né en 1874, mort en 1945. Il est évident que le monde n'existe pas comme une chose toute faite. Il doit être construit. Il doit être édifié par un effort continuel de l'esprit humain. Le langage, le mythe, la religion, l'art, la science ne sont rien d'autre que les étapes individuelles accomplies en cette direction. Ce ne sont pas des imitations ou les reproductions d'une nature toute faite des choses. Ce ne sont en effet que différentes escales ou relais sur notre route vers l'objectivité. Ce que nous appelons la culture humaine peut être défini comme l'objectivation progressive de notre expérience humaine, comme l'objectivation de nos sentiments, nos émotions, nos désirs, nos impressions, nos intuitions, nos pensées et nos idées. Ainsi, notre monde n'existerait pas en tant que chose toute faite, puisqu'il existe en fonction de la manière dont on y est quand on l'exprime. Qu'est-il ? Le monde serait le fruit de l'esprit humain. Il est l'expression de notre esprit. Le monde est notre langage. La réalité dépend de nos mots. Le monde est un mythe, un récit qui est une parole se servant de nos sensibilités pour raconter quelque chose. Le monde est religion, c'est-à-dire la préoccupation pour notre âme. Le monde est art, donc l'expression sensible et extérieure de notre intériorité. Le monde est science, donc projet de notre esprit selon nos besoins et nos volontés. Ce sont des éléments culturels qui serviraient l'objectivation de l'expérience humaine, c'est-à-dire que l'humain devient objet par les œuvres issues de son intériorité et de ses idées. Il y a une recherche de l'homme avec la somme des expressions des sensibilités des individus. Il y a une grande variété des moyens d'expression. Le romantisme et le XXe siècle se construisent avec une attention portée au mouvement de l'âme et un rappel de la nature. Il y a deux éléments. D'abord, le fait que la sensibilité est la nature de l'homme. Ensuite, l'idée de relier l'homme à la nature après s'être perdu dans les progrès scientifiques et culturels, pensés comme dépassement de l'animal. Ainsi, l'expression du sentiment se lie à la nature ou est comparée à des éléments naturels. C'est un moyen de percevoir la passion, l'émotion ou le sentiment qui ne dépendent pas uniquement de nous ou de nos volontés. En 1923, Auguste Gau écrit « Cantilène de jadis ». Une cantilène est un texte qui exprime une peine, un manque, et souvent sous forme de chant. Cela a longtemps été lié à la musique. Je vous la lis. Cantilène de jadis. Ne croyez point que j'exagère. Avec sa robe des dimanches, elle est jolie et plus légère qu'une fauvette sous les branches. Elle a 18 ans et ses yeux, de l'innocence ont la candeur, et son rire vibre joyeux, tel un baiser sur une fleur. Comme une rose épanouie, j'aime la fraîcheur de sa joue, et mon âme a la nostalgie d'un vieux parc où l'enfance joue. D'un vieux parc où, sous les tilleuls et sur les gazons reverdis, en effeuillant les beaux glaïeuls, nous nous sommes aimés jadis. Je me souviens de l'heure exquise où, mes pas glissant sur le sable, mon cœur s'est pris d'une marquise dont la grâce était adorable. Je me souviens de mes 16 ans et de notre premier amour, et je revois ses yeux luisants qui brillaient au fond de la cour. Il y a une mélancolie et une expressivité qui tient plus à l'amour. L'écriture tente d'universaliser ce sentiment et son lien à la nature de l'homme. Il y a également la volonté de rendre l'intériorité réaliste. L'intériorité se forme en opposition avec d'autres éléments, remettant en perspective les agissements des hommes. Cela fait partie de l'éthique. Deuxième sous-partie, former les sentiments moraux. L'homme a de nouveaux besoins liés à la révolution industrielle. L'homme développe un autre rapport à ses activités. La philosophie va tenter de comprendre cette exploration des hommes. C'est une objectivation qui prend sa source dans les réflexions et descriptions de vécu. Mais qu'est-ce que cela représente ? Nous pouvons penser l'une des pistes de réponse avec Dilthey, philosophe, historien et psychologue allemand, né en 1833 et mort en 1911. Il est l'auteur de l'édification du monde de l'esprit. Je vous lis un extrait. Chaque extériorisation particulière de la vie représente, dans le domaine de cet esprit objectif, une dimension de communauté.
Chaque mot, chaque phrase, chaque attitude ou formule de politesse, chaque œuvre d'art et chaque fait historique ne sont compréhensibles que dans la mesure où une communauté relie celui qui s'y extorise et celui qui comprend. L'individu vit, pense et agit dans une sphère de communauté, et il ne parvient à la compréhension que dans une telle sphère. Tout ce qui est compris porte en soi, pour ainsi dire, la marque du fait que c'est à partir d'une telle communauté qu'il est connu. Nous vivons dans cette atmosphère, elle nous entoure continuellement. Nous sommes plongés en elle, dans ce monde de l'histoire et de la compréhension. Nous sommes partout chez nous, nous comprenons le sens et la signification de tout ce qui en fait partie. Nous sommes nous-mêmes imbriqués dans cette dimension de communauté. L'extériorisation de la vie dont il est question est celle de l'esprit humain. Cette vie intime est dirigée vers la communauté. Nous utilisons des mots, des phrases, des attitudes, etc. Ce que les hommes utilisent pour se faire comprendre des autres hommes. Il en va de même pour nos sentiments, pour ce qui peut être pathologique ou non. Il y a toujours un esprit vivant qui doit être compris. Il y a communauté lorsqu'un esprit émet un message qui est compris par un autre esprit, par un récepteur. Il faut comprendre que nos expériences de vie nous sont extérieures dès lors qu'on les exprime. Ce mode de vie est permanent, c'est notre atmosphère, c'est l'environnement. En psychologie, c'est le concept qui explique les effets de groupe, par exemple, comme la pression communautaire. Ainsi, l'expressivité des individus est un enjeu. Pour l'auteur, cela forme notre histoire, et nous devons aussi nous comprendre par ces biais. C'est un enjeu éthique. Il s'agit de comprendre que nous formons une communauté, et il y a une attention à porter sur la formation de nos sentiments moraux par l'expressivité des hommes. Nos pensées sont liées à ce que nous pouvons percevoir dans les arts. Les arts nous influencent, et ils devraient être accessibles à tous les hommes, tout comme nous devons avoir l'impression d'un lien naturel entre les arts et les individus. Jacques Nanteuil, poète et écrivain français né en 1878, mort en 1967, rapporte des propos d'Auguste Gault en 1897. « J'ai cherché l'étrange et le nouveau, comme les poètes modernes. Et ce n'est pas que je ne me plaise pas à leur lecture, il y a chez eux de la musique et une souplesse du rythme étonnant. Mais la poésie, ce n'est pas seulement cela. Il faut aussi des idées simples et accessibles à tous les hommes. Il n'y a pas besoin de chercher à faire autrement que les autres. Il faut se mettre en face de la nature. Il faut voir, et le spectacle de la nature vous inspirera de beaux vers. » Depuis le romantisme, il y a une volonté de se détacher des codes. La poésie est une forme d'art en pleine expansion et en réflexion. Il y a des recherches sur les styles. Mais ce n'est pas tout. Pour Auguste Gault et Nanteuil, il y a une complexité dans la recherche de style parce qu'il faut que ce soit accessible. Il doit y avoir une démocratisation de l'art qui ne doit pas être compris par une petite partie bienheureuse. La simplicité est rapprochée de la nature. L'expression du sentiment est rapprochée d'une spontanéité de la compréhension, à la fois pour l'artiste et pour le spectateur. Cela devrait être de même pour les sentiments moraux. Les sentiments seraient source de connaissances et appartiennent aux individus. C'est par l'action que nous pourrions percevoir la dimension morale de la réalité. C'est un thème développé par le philosophe anglais Adam Smith dans Théorie des sentiments moraux en 1759. Mais ici, nous pouvons constater que les penseurs se servent des arts. Ils sont en lien et sont de bons supports pour éveiller les consciences. Par exemple, le poème « Les fous et les sages » d'Auguste Gault. Il s'agit d'un croquis écrit en 1893 et paru en 1908. Un croquis est un terme de peinture qui désigne une description du monde ou de l'environnement. Les fous et les sages. Les fous et les sages, ouvrez-moi la porte. Ce sont des images que je vous apporte. De belles images où l'on voit les anges. Les fous et les sages, ouvrez-moi vos granges. Ouvrez-moi l'auberge où l'on fait ripaille. C'est là qu'on héberge les gueux sur la paille. Ouvrez-moi l'école où les enfants jouent. Mes jambes flageolent, les pieds dans la boue. Ouvre la chaumière, car ma tâte est lourde. Sur un banc de pierre, j'ai vidé ma gourde. Oh, les durs d'oreilles, buveurs d'eau bénite, rien ne vous réveille, et je suis sans gîte. Triste est la campagne, qu'octobre dépouille, et la peur me gagne quand le ciel se brouille. Un champ de bruyère, puis la lande nuit, ni bruit ni lumière, la nuit est venue. Le ciel s'effiloche et la route est sombre. Quelle est cette cloche qui teinte dans l'ombre? Ma pauvre âme est morte, sans une prière. Qu'on m'ouvre la porte du vieux cimetière. Ainsi, les actions ou les non-actions décrites par le poète nous indiquent ce qui est éthique ou moral. Ce sont des enjeux sociaux
politiques et économiques qui sont toujours présents. Penser ce que font les poètes nous mène à une forme de sacralisation des personnalités créatrices et intellectuelles. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.